Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, étudiants à tout prix. La tentative de suicide par le feu il y a une semaine à Lyon devant le Crous du jeune étudiant Anas Kournif a provoqué depuis mardi manifestations et blocages. Ce geste qu'il a qualifié de politique, doublé du slogan « La précarité tue » qui est apparu sur les banderoles et sur les murs des facs, a éclairé l'opinion sur les difficultés de vie de certains boursiers et d'autres étudiants dont les ressources ne sont plus suffisantes pour vivre dans des villes où les loyers, par exemple, ont considérablement augmenté ces dernières années. Est-il effectivement plus difficile économiquement aujourd'hui qu'hier de faire ses études dans le supérieur? L'écoute mise en avant par le gouvernement suffira-t-elle à calmer les premières protestations? La totalité, c'est plus de 5 milliards d'euros de bourses pour les étudiants. C'est plus que le budget du ministère des Affaires étrangères. Donc la France est un des pays qui fait le plus en matière de bourses étudiantes. Simplement, c'est vrai qu'il y a de nombreux bénéficiaires et que, vu du point de vue de l'étudiant, ça reste difficile parfois de joindre les deux bouts avec les bourses. Parce que les prix des logements, les prix de l'alimentation, les prix des transports, pendant ce temps, ils ont augmenté. Alors vous avez raison de mentionner ces trois postes budgétaires qui représentent la vie concrète de l'étudiant. Quand vous êtes boursier, vous avez aussi d'autres avantages. Par exemple, le fait de payer autour de 3 € un repas à la cantine universitaire. Là aussi, il ne faut pas sous-estimer l'effort que ça représente pour le budget public. Mais il faut certainement faire plus et mieux. Et puis surtout, avoir une vision globale du sens de la vie étudiante, c'est-à-dire de comment on accompagne l'étudiant vers la réussite. Parce que le but n'est pas simplement disons, d'atténuer les difficultés sociales. Le but est de faire qu'il y ait un bien-être de l'étudiant. Vous l'avez reconnu, il s'agissait du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer. Il était sur France Info ce matin. Voici ce qu'il a donc déclaré. Nous allons commenter non seulement ses propos, mais parler de cette question de précarité étudiante avec Jean-François Giret. Il est avec nous depuis les studios de France Bleu Bourgogne à Dijon. Il est professeur des universités en sciences de l'éducation, directeur de l'IREDU, l'Institut de recherche en économie de l'éducation. Olivier Gallard est également avec nous. Il est sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS et ancien président du Conseil scientifique de la vie universitaire, de la vie étudiante. C'était entre 2007 et 2011. Orlane François est également avec nous. Elle est présidente de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes. Et Dominique Marchand est avec nous. Elle est présidente du CNUS, le Centre national des œuvres universitaires et scolaires. Je voulais commencer par vous, Dominique Marchand. Voici ce qu'a donc déclaré le ministre de l'Éducation ce matin, Jean-Michel Blanquer, sur France Info. 5 milliards de bourses pour les étudiants. C'est un peu plus que ce que j'avais lu dans ma documentation. 5 milliards, plus de 5 milliards, même 5 milliards 5 à peu près, ce sont les aides, l'ensemble des aides qui sont allouées aux étudiants et qui sont dans la sphère du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Les bourses sur critères sociaux stricto sensu, c'est plutôt 2 milliards. Sont plutôt de l'ordre de 2 milliards effectivement. Mais comme le souligne le ministre de l'Éducation nationale, il faut ajouter aussi les autres aides qui sont allouées aux étudiants. Il évoque la restauration. Effectivement, très probablement la France est le seul pays au monde qui propose à l'ensemble des étudiants sur l'ensemble du territoire, sans aucune condition de ressources, des repas complets équilibrés à 3,30 €, ce qui est globalement à peu près à la moitié du coût réel du repas, ce qui signifie que la collectivité nationale, bien évidemment, prend en charge la différence. Alors, Orlane François, bonsoir. Vous avez été reçu hier par Gabriel Attal au nom du gouvernement et au nom de la ministre Frédérique Vidal qui n'était pas sur le territoire national à ce moment-là. Et donc, vous avez pu discuter avec Gabriel Attal au nom du gouvernement de ce qui s'était passé la semaine dernière, ce qui s'était passé donc à Lyon avec ce jeune étudiant dont on parlait et qui est entre la vie et la mort. Et peut-être présenter aussi, au nom de la FAGE, qui est le principal syndicat étudiant depuis 2 ans maintenant, présenter vos revendications sur cette question de précarité des étudiants. En effet, durant ce rendez-vous, on a pu parcourir des sujets qui étaient des sujets fondamentaux et au cœur de la question de la précarité étudiante, que ce soit l'aide aux étudiants avec la question des bourses, que ce soit la question du logement, tant sur l'aide sociale, et donc l'APL, l'aide pour le logement, que sur le logement en lui-même, l'accès au logement, également sur la question de la santé, qui est aussi un vrai point sur la question de la précarité autour des jeunes aujourd'hui. C'était une occasion pour nous de rappeler
des positions de la FAGE et nos revendications, parce que c'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Ça fait des années maintenant qu'on alerte et qu'on sollicite et qu'on pousse le gouvernement à agir sur ces questions, à investir. Donc on a pu à nouveau rappeler la situation dans laquelle on se trouvait et nos propositions. Alors, vous n'êtes pas le seul syndicat étudiant. Par exemple, l'UNEF était aussi avec vous lors de cette rencontre. Et voici ce que déclarait au micro d'Annabelle Grenier de France Culture, Mélanie Luce, qui en est la présidente. Aujourd'hui, être étudiant, c'est un gros vide social en fait, puisque on nous dit légalement, vous êtes autonome. Légalement, on est responsable de nos actes, on est indépendant de nos parents, on peut avoir notre propre foyer fiscal, c'est souvent le cas après 21 ans, mais en réalité, nos aides, elles sont calculées sur le revenu de nos parents. Donc on est toujours considérés comme des enfants, on est infantilisés en fait, et du coup, les aides qui sont mises à notre disposition ne sont pas à la hauteur. Comme on est considérés comme des enfants, on ne nous donne pas accès à un médecin de manière prioritaire, de manière gratuite. Comme on est considérés comme des enfants, on considère que, en fait, l'accès au logement, ce n'est pas forcément la priorité parce qu'on pense que les étudiants vivent encore chez leurs parents. Comme on est considérés comme des enfants, on pense que pendant notre insertion professionnelle, c'est nos parents qui paieront pour s'assurer qu'on ne travaille pas chez McDo pendant qu'on cherche un emploi qui correspond à nos qualifications. Donc voilà, toutes ces problématiques, elles sont liées par une seule chose, c'est que l'on ne reconnaît pas l'autonomie des jeunes et c'est pour ça qu'on demande ce statut-là. Un statut étudiant que vous demandez aussi à la FAGE ? Alors on n'est pas tout à fait sur la même proposition. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une question d'équité entre les aides qu'on va donner aux jeunes. Pour nous, il ne faut pas donner la même chose à un jeune qui est encore aidé par ses parents, ça arrive, et un jeune qui n'est pas aidé par ses parents. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué, parce qu'il est difficile d'avoir une visibilité complète sur ce qui est donné, ce qui n'est pas donné. Par contre, il faut avoir une vision sur ces éléments-là, parce que sinon, on devient inégalitaire dans les aides qu'on va donner, et on crée de l'inégalité. Donc voilà, il faut mieux accompagner, avoir une aide plus personnalisée pour pouvoir autonomiser les jeunes, mais attention à ne pas rentrer dans une situation inéquitable. Alors Dominique Marchand, il faudrait peut-être donner à ce moment-là de notre discussion quelques chiffres pour qu'on comprenne dans quel univers on se situe. Combien d'étudiants en France ? 2,7 millions à peu près. Combien de places en cité universitaire pour les loger ? 175 000. 175 000 sur 2,7 millions. Sur 2,7 millions. Cela étant, tous les étudiants absolument n'ont pas besoin d'être logés et habitent à proximité de leur lieu d'études. Parce que 2,7 millions, c'est le chiffre absolument total, y compris comprenant l'enseignement post-bac et l'ensemble de l'enseignement supérieur. Donc ça ne veut pas dire du tout que 2,7 millions d'étudiants demandent à être logés. Combien de jeunes étudiants hébergés en dehors du domicile familial ? Alors, peut-être que là, Olivier Galland sur les enquêtes de l'OFDE. Bonsoir. Je pense que... Alors, ça, si vous voulez, c'est difficile de répondre à cette question en moyenne, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, si vous voulez. Parce que le mode de vie des étudiants évolue très, très fortement avec l'âge. Vous voulez dire que si on est à 19 ans après le bac, 18 ou 19 ans, ou si on a 25 ans, c'est pas la même chose ? C'est pas du tout la même chose. Vous voyez, avant 20 ans, en fait, il y a une majorité d'étudiants qui vivent chez leurs parents. À 25 ans, ce n'est plus que 20%. Vous voyez, donc voilà, il y a un effet de cycle de vie qui est très important à prendre en compte. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est très difficile de parler d'étudiants moyens, si vous voulez, parce que c'est sans doute la période de la vie où les changements de mode de vie sont les plus rapides et les plus importants. Pourtant, pour un gouvernement, il faut se fonder justement sur cette moyenne, ou alors il faut avoir une analyse extrêmement fine en François pour pouvoir comprendre comment aider les uns ou les autres. Dans les chiffres qu'on a en moyenne, en temps réel, il y a à peu près 1 700 000 jeunes qui sont décohabitants, donc c'est-à-dire qui ont quitté le domicile familial et qui font des études. Pour aller étudier. Voilà, donc il y a quand même 1 700 000 jeunes à loger, ou en tout cas à accompagner dans la recherche d'un logement. Jean-François Giret, bonsoir. Vous êtes donc en duplex avec nous depuis Dijon, les studios de France Bleu Bourgogne qui vous accueillent et nous les remercions de le faire. Vous êtes professeur de sciences de l'éducation donc à Dijon et directeur de l'Institut de recherche en éducation. Vous avez été jusqu'au mois de septembre président du conseil scientifique de l'Observatoire de la vie étudiante, comme l'a été avant vous Olivier Galland. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le nombre d'étudiants qui travaillent, qui sont obligés de travailler, qui doivent travailler pour pouvoir financer leurs études ? Alors, globalement, on a à peu près en France un étudiant sur 2 qui travaille durant les études avec des activités professionnelles très très différentes. Et ça reste globalement stable. Donc, un étudiant sur 2. Si on dit 2,7 millions étudiants, ça veut dire qu'il y a la moitié de ces 2,7 millions qui travaillent qui ont des activités professionnelles, mais ça peut être des petits jobs et ça peut être des choses beaucoup plus importantes. Et lorsqu'on regarde un peu
les activités qui peuvent poser problème, et notamment quand ça concerne un nombre d'heures important, c'est lorsque ça dépasse un mi-temps, par exemple, c'est un étudiant sur 10. Mais pour cela, on sait que les effets sur la réussite universitaire sont très très importants. C'est-à-dire que plus on travaille en dehors de l'université, en dehors de ses études, moins on avance dans ses études, ou plus c'est disqualifiant pour pouvoir avoir ses examens, c'est ce que vous voulez dire ? Tout à fait. On a moins de chances d'avoir ces examens, on a plus de chances d'abandonner les études, et on a moins de chances d'être intégré à l'université, de profiter de toutes les activités culturelles, de loisirs, etc. On est beaucoup moins socialisé. Donc on vit en dehors de l'université. On est étudiant salarié, et parfois on est salarié étudiant. On devient des étudiants un peu à part quand ça dépasse un certain nombre d'heures. En dessous de 10 heures, bon, ça peut passer. 10 heures par semaine. Oui, par semaine, évidemment, ça peut aller. Mais dès qu'on dépasse ce seuil, ça commence à être très compliqué. Et à partir de mi-temps, ça devient très, très difficile pour la réussite. Orlane François, puis Dominique Marchand. Pour rebondir sur ces propos, en effet, la question du salariat étudiant, quand c'est un salariat qui est contraint et qui dépasse, en effet, ce qui a été dit, 10 à 12 heures par semaine, c'est souvent un problème qui emmène cette précarité au final financière, emmène une précarité sociale qui est très forte et qui vient influencer sur sa réussite, sur sa santé mentale. Et la santé mentale, c'est aussi quelque chose qui aujourd'hui est assez alertant chez les jeunes. Quand on regarde les chiffres, 8% des étudiants ont eu des pensées suicidaires aujourd'hui en France. 8%, c'est quasiment le double de la population générale. Donc cette précarité financière, elle amène aussi de la précarité sociale et mentale. Dominique Marchand. Oui, je voudrais rajouter des éléments par rapport à ce qu'il va bien dire. Donc, d'une part, pour ce qui est des étudiants qui travaillent, à peu près 50%, absolument, 46% dit l'OVE, si je me souviens bien dans son dernière enquête. L'Observatoire de la vie étudiante. Voilà, l'Observatoire de la vie étudiante, effectivement. Mais plus de 35% parmi ces 46% travaillent parce que c'est lié à leurs études, parce qu'ils ont des stages à faire, parce qu'ils travaillent en alternance, etc. Donc il faut tenir compte de cela. Et effectivement, toutes les études démontrent que c'est entre 10 et 15 heures maximum par semaine, que l'activité salariée ne nuit pas aux études. Par ailleurs, par rapport à ce qu'évoquait Mélanie Luce tout à l'heure, les bourses sur critères sociaux, par exemple, sont un soutien important. Mais le Code civil rappelle quand même que la famille n'est pas dispensée de son obligation alimentaire, ce qui rejoint ce qu'a dit Orlane François tout à l'heure. C'est-à-dire que la difficulté, c'est que nous faisons face les uns et les autres à une disparité, à une hétérogénéité extrêmement grande des situations. Et on peut sortir d'une famille aisée, avoir un soutien des parents relativement faible, ou l'inverse. Et donc c'est cela qu'il faut regarder, c'est la réalité des situations qui existent. Et je rejoins aussi ce qu'a dit Orlane François sur un sujet qui est majeur, qui nous alerte considérablement au-delà du sujet financier lui-même. C'est le soutien psychologique dont les étudiants ont besoin de plus en plus. Et comment avez-vous pris, en tant que présidente du CNUS, cette tentative de suicide devant un Crous régional, avec cette volonté qui a été affichée par Anas Kournif de dire la précarité tue, enfin c'est ce qu'il disait dans son texte de façon beaucoup plus grande, en disant je fais cela parce que c'est un geste que vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des gouvernements, vis-à-vis de tous ceux qui gouvernent la vie étudiante, pour alerter sur ce qui est en train de se passer. Alors je l'ai pris comme c'est difficile, vous savez, c'est difficile. C'est difficile pour moi, en tant que présidente du CNUS, c'est difficile pour mes équipes, c'est très difficile pour les personnels des Crous aujourd'hui. Et vous me donnez l'occasion de dire que ce qui se passe aujourd'hui, y compris des attaques, des banderoles, des affiches, des tags, vis-à-vis des Crous, sont très très difficiles et rendent des personnels extrêmement meurtris. Et je pense qu'il faut le dire. Cela étant, je l'ai pris comme un signal parce que le Crous est justement l'institution qui est là pour accompagner. Notre raison d'être, nous parlons de précarité aujourd'hui, la raison même d'être du réseau est d'accompagner et de soutenir les étudiants, et notamment, pas que, mais et notamment les étudiants qui sont dans une situation sociale difficile. Et donc, je pense que le signal d'Anas Kournif a été un signal vis-à-vis de l'institution, bien plus que le Crous Je lui-même. vise un lieu politique, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et par extension le gouvernement, disait-il, en
faisant sa tentative de suicide. Donc c'est le texte qu'il a publié sur son groupe Facebook. Exactement, sur son profil parce Facebook. que je ne pense pas, sérieusement, et je ne pense pas que ce soit le Crous en tant que tel, et croyez-moi, je ne souhaite pas en faire état là, mais j'ai beaucoup de raisons objectives de penser que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas le Crous en tant que lui-même, ce n'est pas le Crous de Lyon, ce ne sont pas les équipes du Crous de Lyon. C'est l'institution qui est le levier gouvernemental pour accompagner les étudiants. Je pense que c'était ça le geste et ce qu'il voulait signifier, avec probablement d'autres raisons aussi. Voilà, je vise un lieu politique, disait-il. Pourtant, les membres du gouvernement qui ont été interrogés par les médias depuis disent que ce n'est pas véritablement le cas, comme c'est le cas pour Amélie de Montchalin, donc secrétaire d'État aux Affaires européennes, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, ou encore le secrétaire d'État à la jeunesse qui vous a reçu hier et qui recevait d'autres syndicats, Gabriel Attal. J'aurais aimé entendre dans votre bouche qu'il n'est jamais un acte politique que de tenter de mettre fin à ces jours. Pensez à tes jeunes, à tous les enfants qui vous écoutent, qui peut-être vous prennent comme modèle. Pensez à eux. La responsabilité, ça n'est pas d'attiser ces braises-là et de donner le sentiment à des jeunes que ça peut être une solution qu'en arriver à un tel acte. Nous agissons, vous êtes dans l'incantation dangereuse, soyez un peu responsables. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit un acte politique. On comprend bien qu'il y a des revendications, il y a des difficultés. Ce que je trouve, moi, dangereux, c'est que dans notre démocratie, certains groupuscules, certains militants politiques se servent de cet événement, le récupèrent, et on voit bien commettre des actes qui ne sont pas au fond ce que doit être une démocratie. Oui, il a laissé un message qui laisse à penser que son acte est politique. Moi, je nous appelle à beaucoup de prudence, parce que avoir un geste aussi fort, un geste aussi tragique, ça n'est certainement pas exclusivement parce qu'on a une revendication politique. Oui, voilà, donc Sibeth Ndiaye, auparavant Amélie de Montchalin et auparavant encore Gabriel Attal, donc secrétaire d'État à la jeunesse, qui répondait à l'interpellation de Danielle Obono, la députée de la France Insoumise. Qu'est-ce que vous en pensez justement de ce déni, enfin disons de ces nuances autour de cet acte politique, Orlane François? Je crois qu'il faut le dire, ça a été un acte politique. Il l'écrit, il le met dans son message à plusieurs reprises. Alors après, est-ce que ce n'est que ça? Je pense qu'il y avait un contexte autour de ce jeune militant, une difficulté profonde, une situation de détresse, certes, mais oui, c'est un acte politique. Et il faut évidemment jamais qu'on en arrive à se dire, pour avoir des revendications, pour obtenir des choses, il faut en arriver à là. Mais maintenant, pour ça, il faut avancer sur le sujet. Jean-François Giret et puis Olivier Galland ensuite. Jean-François Giret, vous n'êtes pas intervenu depuis longtemps. Oui, en fait... Moi, je voudrais revenir sur la question effectivement du salariat étudiant, parce que c'est une question qui est quand même importante, parce que la précarité vient notamment, pas exclusivement, du salariat étudiant, parce que les étudiants, on voit ces dernières années, la part dans le budget étudiant des ressources qui vient des parents baisse, et donc comme plus ou moins le niveau, le montant, on peut discuter, mais des ressources publiques restent plus ou moins constants. Du coup, les étudiants doivent compenser en travaillant durant les études. Et ça crée une forte précarité, même si parfois leur revenu est plus élevé qu'un étudiant moyen. Mais forcément, derrière, ça crée des problèmes d'études, de temps de transport également, et de stress également, de difficultés. Il faut rappeler que également, pour 85% des étudiants, c'est ce que vous notez de votre côté, Jean-François Giret, l'activité professionnelle est très loin en dehors des campus et donc oblige effectivement à beaucoup de temps de transport entre les études que l'on fait sur un campus, par exemple, et l'activité professionnelle qui permet de vivre ou de survivre. Olivier Galland. Oui, alors je crois qu'il faut vraiment essayer de sortir de l'instrumentalisation de ce cas dramatique. Ça, c'est... Et justement, il y a... Est-ce une instrumentalisation que de se poser la question de savoir non, mais on fait un acte politique, on le dit, ça n'est pas une instrumentalisation que de le répéter. Le syndicat dont fait partie ce garçon, solidaire, parle d'un État fasciste et raciste. Enfin bon. Oui, enfin en tout cas, ils font pas dans la nuance. Frédéric Lordon sur une tribune qui vient de publier au Monde diplomatique dit à peu près la même chose. La précarité tue, le capitalisme tue et le macronisme tue. Oui. Bon, tout ça, ce sont vraiment des facilités. Je pense pas que ça fait véritablement avancer le débat. Et voilà, je crois qu'il vaut mieux essayer de comprendre ce qui se passe à partir des données dont on dispose. Et justement, on a cette enquête de l'OVE sur les conditions de vie des étudiants. De 2016, rappelons-le. De 2016, oui, mais enfin, si vous voulez, c'est des choses structurelles qu'on essaye de mettre en lumière. Et qui est très intéressante parce que précisément,
elle essaye véritablement de repérer toutes les sources de revenus des étudiants. Parce que c'est quelque chose de très compliqué. Hein. Les étudiants, ils ont des sources de revenus, alors comme on en a parlé, les bourses, les aides au logement, le travail pour certains d'entre eux, mais aussi pour une grande part les parents. D'ailleurs, c'est en gros la moitié du budget des étudiants qui vient des parents. Mais selon qu'on a des parents plus fortunés ou moins fortunés, ça n'est pas la même chose, j'imagine. Absolument, absolument. Mais ce que montre l'enquête de l'OVE, et ça m'a surpris, vous voulez, d'une certaine manière, c'est que les aides sociales parviennent à compenser en partie, pas totalement, mais parviennent à compenser en partie pour les étudiants de milieux moins favorisés ce déficit d'aide familiale dont bénéficient les étudiants les plus favorisés. Vous appelez une vision contre-intuitive. Oui, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est vrai. Alors, lorsqu'on regarde, si vous voulez, les étudiants qui sont pauvres, hein, c'est-à-dire ceux qui ont le revenu le plus bas. Alors, d'abord, c'est assez surprenant parce que le facteur numéro 1 qui est lié à cette situation de pauvreté, c'est l'âge. C'est-à-dire, bon, alors donc, vous voyez, il y a un effet de cycle de vie qui est très important. Parce qu'au début de leurs études, les étudiants de 18-19 ans, ils vivent chez leurs parents, ils ne travaillent pas, donc ils ont de très faibles ressources. Ce n'est pas pour autant que ce sont des étudiants précaires. Vous voyez, donc cette application de concepts comme le taux de pauvreté qu'on applique aux actifs, en réalité, on ne peut pas les appliquer aux étudiants. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors par contre, on a effectivement dans l'enquête de l'OVE aussi des appréciations plus subjectives des difficultés, comme le sentiment de connaître de grandes difficultés financières. Et là, on voit qu'on a un effet inverse par rapport à l'âge. Ce sont plutôt les étudiants très âgés qui ressentent de grandes difficultés financières, alors qu'ils ont un revenu, en fait, évidemment, bien supérieur à celui des étudiants jeunes. On va continuer ce débat sur la question du prix des études et de la façon dont on les perçoit dans un instant. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, de cette société-là, on n'en veut pas. Moi, par exemple, j'ai le droit qu'à 250 € de bourse, j'ai environ 200 € de loyer. Après, j'essaie de faire mes courses et je mange des pâtes. Donc moi, j'en ai marre aussi, en fait. Tous les invendus qui sont récupérés et qui sont distribués tous les lundis soirs dans un des bâtiments de l'université, il y a une file qui commence presque dans le bâtiment voisin. On voit bien qu'il y a énormément de monde. En fait, c'est comme si on avait mis les Restos du Cœur au milieu de l'université et on la voit, la précarité, on voit la pauvreté. France Culture. Le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Alors, précarité ressentie, disait à l'instant Olivier Galland, sociologue et ancien président de l'Observatoire de la vie étudiante. Précarité réelle, en l'occurrence, on voit quand même des épiceries solidaires s'ouvrir un peu partout sur les campus, et parce que simplement, on n'a peut-être pas toujours de quoi se nourrir. François. En effet, ça a été... En tout cas, nous, à la FAGE, on a identifié cette problématique il y a de nombreuses années maintenant et on a voulu, parce que notre mission associative, notre mission d'organisation, c'est aussi d'accompagner les jeunes dans leur situation étudiante. Et donc, depuis quelques années maintenant, enfin depuis presque 10 ans, on met en place sur les campus des agorais, qui sont des épiceries sociales et solidaires, qui sont gérées par des étudiants et qui permettent à des jeunes dans la plus grande détresse financière de venir se nourrir et de venir faire leurs courses sur des produits à 10% du prix du marché. Pour revenir sur la situation quand même des 20% de taux de pauvreté, il y a quand même des enquêtes qui ont été réalisées par l'INSEE, par François Chérec en 2015, quand il a fait un rapport à Manuel Valls sur le taux de pauvreté, etc., qui montre bien que chez les étudiants qui sont décohabitants, qui vivent, qui ont leur loyer à payer, etc., il y a une pauvreté qui est plus grande que dans une population générale. Oui, mais on ne peut pas appliquer le concept de taux de pauvreté à des étudiants qui ne sont, pour la plupart d'entre eux, pas actifs. Ça n'a aucun sens. Dans quel sens? Si l'étudiant, il paye son loyer, s'il a ses revenus, entre guillemets, avec ses bourses, etc., on peut identifier... Le taux de pauvreté, à quel moment il vit sous le taux de pauvreté, ce sont les personnes qui ont un revenu inférieur à 60% du revenu médian. Du revenu médian des actifs. Donc, inévitablement, les étudiants qui ne sont pas, pour la plupart d'entre eux, actifs,
n'ont pas un revenu supérieur à 60% du revenu médian. Bon, voilà. Dominique Marchand, vous qui dirigez le CNUS, vous devez avoir des chiffres aussi, vous devez avoir une vision des choses. On voit par exemple Nathalie Donnier qui dirige l'université Lyon 2, où c'est passé justement, où était étudiant, donc cet étudiant de Lyon. Elle dit dans un entretien au Monde aujourd'hui, nous avons recruté il y a 1 an une assistante sociale en tant qu'université. Nous avons mis en place des aides d'urgence en complément de celles des Crous et encore un service de santé universitaire en plus de la médecine préventive proposée dans les universités. Et nous venons d'ouvrir une épicerie solidaire. Donc tout de même, ce sont des signes, même si Olivier Galland nous dit tout ça c'est de la moyenne, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a de très grandes différences. Tout de même, ce sont des signes que de faire tout cela, c'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors oui, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, c'est la raison d'être du réseau d'apporter cela. Mais si l'on fait une synthèse rapide de l'ensemble des aides qui sont proposées aux étudiants, il y a donc la restauration, je l'évoquais tout à l'heure, à 3,30 €. Il y a les bourses. Ce qui est intéressant dans les bourses sur critères sociaux, c'est de vérifier le fait que la moitié à peu près du budget consacré par l'État se concentre sur les boursiers qui ont les échelons de bourse les plus élevés, c'est-à-dire les échelons 5, 6 et 7, ce qui a un sens. Aussi bien entendu. Il y a les médecines préventives et il est vrai que les universités développent de plus en plus des vrais centres de santé, c'est-à-dire la possibilité pour un étudiant d'avoir une consultation qui est prise en charge par l'assurance maladie. Nous avons des assistantes sociales qui ont, comme Nathalie Donnier l'a évoqué, la possibilité de donner des aides spécifiques, ce qui représente à peu près en moyenne par an autour de 45-46 millions d'euros. Et donc, qui sont des aides qui sont faites justement pour tenir compte des situations spécifiques. Et puis, il y a le logement. Et pour que vous ayez quelques indications quand même, un logement dans une résidence Crous pour un studio tout équipé sans aucune autre charge supplémentaire, une fois que vous avez déduit l'APL, pour un studio qui fait 18 à 20 mètres carrés, cela représente en moyenne 200 à 220 € pour l'étudiant. Pour une chambre de 9 mètres carrés, généralement réhabilitée, en tout cas c'est ce à quoi nous travaillons, eh bien le reste à charge pour l'étudiant est entre 80 et 100 € par mois. Je termine juste en disant que, parce que c'est important, je pense, dans le contexte, la contribution de vie étudiante et de campus qui a été créée l'année dernière, qui représente par an entre 130 et 100 millions d'euros, permet de prendre en charge, d'une part, de développer les centres de santé, de développer la prévention et de développer des actions de vie étudiante, parce que la vie étudiante, c'est extrêmement important pour lutter contre l'isolement et donc contre les difficultés psychiques. Aurélien François. Je crois qu'on a souvent l'habitude de rappeler en effet ce qui est fait. Il y a des choses qui sont faites et ça je ne remets pas en question. Par contre, les épiceries, la précarité, on la voit au quotidien et vous l'avez dit, c'est une vraie réalité que nous on côtoie dans nos épiceries, sur les campus. D'ailleurs, l'épicerie dont la présidente de Lyon parle, c'est une épicerie du réseau d'Afage qui ouvre qui a ouvert et qui est inaugurée dans quelques semaines maintenant. Mais aujourd'hui, on a aussi des signaux envoyés par ce gouvernement qui sont très négatifs. Les APL qui ont baissé de 5 € par mois il y a 1 an et demi. Les bourses qui ont été elles ont été gelées pendant 3 ans, ces bourses, voilà. Et elles viennent juste d'être réévaluées. Elles viennent d'être évaluées à peine l'auteur de l'inflation de cette année. Donc ça ne rattrape absolument pas les 3 ans de gel qu'on a eu auparavant. La question du ticket restaurant universitaire qui a quand même augmenté cette année. De 5 centimes. De 5 centimes, mais au final, dans un budget étudiant, quand on y va manger tous les jours à midi, à la fin du mois, ça fait quand même une somme qui est non négligeable. Et puis le signal qui a été envoyé était aussi assez négatif. Donc en fait, là aujourd'hui, il faut investir. C'est-à-dire que si on n'investit pas, si on n'a pas une vraie politique, une vraie priorité budgétaire sur les questions de vie étudiante, d'accompagnement social, la situation ne va pas changer, elle ne va pas évoluer. Donc là, il faut qu'il y ait des mesures fortes qui soient annoncées par le gouvernement, parce que sinon, on ne sortira pas de cette crise. Olivier Galland, j'imagine que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce qui vient de dire. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Si vous voulez, je ne pense pas qu'il y ait un problème massif de précarité étudiante. S'il y a... Je crois que vous n'êtes pas sur les campus. Attendez. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. S'il y a une question de précarité qui concerne les jeunes, ce sont les jeunes qui sortent de l'école sans diplôme. Là, oui, il y a une vraie question de précarité. Je ne remets pas en cause ça. Et là, oui, mais voilà. Venez sur les campus. Et franchement, lorsqu'on regarde les résultats de l'enquête sur les conditions de vie des étudiants qui concerne
40 000 étudiants. On voit un revenu moyen pour les étudiants de 835 €, de 1 100 € pour les étudiants qui vivent en logement indépendant. Ce ne sont pas des sommes négligeables. Donc, les bourses et les aides au logement constituent un complément extrêmement important du budget étudiant et qui fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les étudiants de milieux populaires ou même de familles pauvres, en fait, ont un revenu moyen qui n'est pas très éloigné des étudiants de milieux plus favorisés. Donc, on a un système redistributif à travers les aides étudiants qui, à mon avis, fonctionne assez bien. Et d'ailleurs... tout ça, ça ne tient pas compte, par exemple, du prix des loyers à Paris, à Nice ou dans des villes qui sont très très chères. Quand on doit payer en moyenne son loyer en France, à Paris, autour de 600, 650 € parce qu'on ne trouve pas à se loger moins cher si on se loge dans le privé, tout de même, ça pose une question. Enfin, je ne sais pas, Olivier Galland. Oui, non, mais certainement, la situation des étudiants parisiens est certainement particulière. Mais attention, lorsque j'ai fait les traitements sur l'enquête l'OVE, et que je regarde l'effet Paris sur la pauvreté, par exemple, il n'y a pas d'effet Paris. Je suis désolé, il n'y a pas d'effet Paris. Les étudiants parisiens ne sont pas plus pauvres que les autres étudiants. Il faut voir un petit peu la réalité. On sort... les coûts de la vie à Paris sont nettement plus chers pour se loger, mais pour les manger, étudiants parisiens ont peut-être des revenus aussi plus élevés. Mais quels revenus plus élevés aujourd'hui? Regardez, les familles qui accompagnent... Plus favorisés. Mais évidemment que non. Alors, où il y a des intramuros, il y a sans doute en effet. Et est-ce que c'est une bonne chose qu'il n'y ait que des classes favorisées qui peuvent venir étudier à Paris? Je ne crois pas. Et je pense qu'il faut qu'on se sorte de ce mécanisme. Par contre, en effet, il y a des familles qui aident, peut-être au détriment de leur propre vie aussi familiale et qui se mettent dans une difficulté parce qu'elles veulent que leurs enfants aillent étudier. Certes, mais aujourd'hui, quand on regarde le coût de la vie mensuellement, c'est plus que ce que vous avez évoqué du revenu d'étudiant. Ça coûte à peu près 1 200, 1 300 € par mois pour un étudiant, tous les mois. Et donc, qu'est-ce qui coûte mais c'est la restauration, c'est le logement, c'est je pense que ces chiffres sont faux. Je pense que ces chiffres sont faux. On a des enquêtes qui sont réalisées. Attendez, excusez-moi, mais l'enquête de l'OVE, qui est une enquête quand même sérieuse, qui porte sur 40 000 étudiants... Est-ce que vous avez enquêté sur combien ça coûte? Bien sûr, bien évidemment. Quels sont les postes de dépenses? Bien évidemment, cette enquête de l'OVE recense toutes les dépenses. Je vous invite vraiment, monsieur, si vous voulez, à venir avec moi. Et on va dans une agorae. Moi, je vous invite à regarder l'enquête de l'OVE. Et je vous présenterai des centaines d'étudiants. Je vous invite à regarder l'enquête de l'OVE. Moins de 5 € par jour pour vivre. Dominique Marchand et puis Jean-François Giret ensuite. Qu'est-ce que vous pouvez dire, puisque vous avez vous-même vos propres enquêtes internes, j'imagine. Donc vous regardez un peu ce qui se passe, pas simplement l'enquête de l'OVE, de l'Observatoire de la vie étudiante, mais vous regardez au quotidien comment évolue. Là, en l'occurrence, je cite une enquête de 2016 qui est tout à fait scientifique, telle qu'elle est présentée par Olivier Galland, mais néanmoins, en 3 ans, peut-être la situation a-t-elle évolué, a-t-elle changé? Est-ce que vous vous en rendez compte? Alors, là où j'ai du mal à vous répondre, c'est pour les bourses. Pourquoi? Parce que oui, les bourses ont évolué de manière significative. Il y a 3 ou 4 ans, nous avions 660 000 boursiers de mémoire et aujourd'hui 709 000 l'année dernière et près de 800 000 cette année. Cela étant, oui, sauf que l'évolution du public et l'évolution de la population étudiante a été tout à fait significative. Également. Donc de fait, j'ai du mal à vous répondre sur ce point-là parce que ce n'est pas nécessairement significatif de l'augmentation de la précarité. Pour les aides spécifiques dont je vous parlais et qui sont justement faites pour compenser des difficultés financières importantes, je ne constate pas sur ces dernières années d'évolution de la demande, en tout cas en nombre. Parfois, effectivement, les montants de besoins sont plus élevés, mais pas en nombre. Donc ça, ce sont les indicateurs dont nous disposons. Jean-François Giret. Et alors, je voudrais peut-être revenir sur l'enquête de l'INSEE sans être technique. En fait, c'est une enquête. Lorsqu'on regarde un peu, j'ai essayé de regarder ces 20% de pauvreté parce que je rejoins Olivier Galland. Hein, le taux de pauvreté pour les étudiants, ça marche mal, quoi. C'est parce que effectivement. Et pourtant, c'est ce qu'on dit depuis longtemps. Voilà. Donc. Ouais. Oui, mais du coup, les chiffres de l'INSEE, c'est une enquête sur les ressources. Donc, il n'y a pas les étudiants des cohabitants qui font leur déclaration de revenus là-dedans. Alors, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas, mais on exclut un quart des étudiants là-dedans, dans ces 20%. Alors c'est peut-être plus, je ne sais pas, ou c'est peut-être moins. Donc
Voilà, donc il faut extrêmement être méfiant avec voilà, ces statistiques. Effectivement, moi j'ai plutôt confiance aussi dans les enquêtes de l'OVE. Alors, ceci étant, effectivement, il y a des ressources que l'on voit mal, parce que par exemple, on voit il y a beaucoup de ressources en nature. Hein. On voit que par exemple, vous avez 70% des familles qui vont aider en nature les étudiants en leur donnant de la nourriture toutes les semaines, par exemple. C'est important. Vous avez aussi, on leur prête de la voiture, on finance une partie du logement, etc. Mais il y a un ensemble de... Oui, mais on sait par exemple qu'effectivement, il y a beaucoup d'étudiants qui renoncent à des soins médicaux, par exemple, parce qu'ils ne peuvent pas les couvrir, etc. Il y a donc tout de même ces choses-là qui sont précises. C'est vrai. Et d'ailleurs, les enquêtes de l'OVE montrent, et ça vous l'avez souligné, c'est vrai, que les difficultés psychologiques des étudiants sont assez importantes. Et moi, je crois plus à ce facteur-là, si vous voulez, qui est extrêmement... Oui, dans ce monde de performance, effectivement... Oui, effectivement, ça c'est important, si vous voulez. Mais au fond, ce que je veux dire, si vous voulez, c'est qu'on ne voit pas de facteurs, de caractéristiques sociales, celles qu'on utilise habituellement, la classe sociale, l'âge, le sexe, la filière de formation, qui soient associées de manière très nette à la pauvreté des ressources. Ça, on ne le voit pas. Donc, ce que je dis, c'est, je ne dis pas que la précarité étudiante n'existe pas. Bien sûr, elle existe. Non, mais bien sûr que non. Je dis simplement que ce n'est pas un phénomène massif. Ce n'est pas un phénomène massif, loin de là. Et c'est un phénomène qui est plus individuel que collectif. Alors, qui tient à des situations individuelles qui sont très compliquées, qui sont très difficiles à repérer aussi. Difficiles à repérer. Allez-y, très brièvement. Très brièvement, les choses sont effectivement multifactorielles. Il y a le ressenti de la précarité, il y a l'isolement, il y a l'étape de séparation de la famille qui est importante et la pression des études dans un monde qui est compliqué. Mais à trop psychologiser justement ce type de rapport, est-ce qu'on n'enlève pas simplement la question sociale, effectivement, à vouloir dire c'est multifactoriel, il y a tout de même des questions sociales. Mais dans le multifactoriel, il y avait la question sociale, bien entendu. Orlane François, vous avez demandé quoi à Gabriel Attal et au ministère et qu'est-ce que vous attendez maintenant, parce qu'on sent que ça peut prendre effectivement. Une des craintes de ce gouvernement, c'est qu'il y ait disons une flambée possible dans les universités et peut-être la possibilité des étudiants de rejoindre d'autres mouvements sociaux en cours. Alors, ce qu'on a demandé, c'est que dans un premier temps, il y a un travail sur le montant des bourses sur critères sociaux, avec un investissement qui doit se faire rapidement pour réévaluer des montants, et puis ensuite qu'on travaille en profondeur, un peu plus sur le long terme, parce que ça ne doit pas se faire rapidement, mais sur une réforme du système de bourse, comment elles sont attribuées, qui est-ce qu'elles touchent, à quelle hauteur. Pour nous, il y a un vrai système à refondre sur l'ensemble des aides sociales étudiantes, que ce soit les bourses étudiantes ou les aides de logement. Et puis ensuite, en effet, mais nous on espère que... Ça nous dérange de se dire qu'il faut attendre qu'il y ait un incident ou une flambée d'un mouvement étudiant pour qu'on réponde à cette situation et qu'on accompagne vraiment les jeunes sur le territoire. Merci à tous les quatre d'être venus en tous les cas pour nous éclairer sur ces questions justement de précarité étudiante qui sont au cœur de l'actualité. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Baille et Louise André. À la technique ce soir, Clément Daté que nous saluons, vidéo Florent Bujon et à la réalisation Marie-Laure Ciboulet.